Bonjour à tous, je suis donc avec le doc, aka Paul Mathieu. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait beaucoup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? De quoi allons-nous nous parler aujourd'hui? Donc bonjour à tous, je suis Paul Mathieu, effectivement connu sur YouTube comme le doc, puisque je suis médecin, je suis cardiologue et je m'intéresse à toutes les problématiques, on va dire sport, santé, musculation. Parfois je dévie un petit peu sur la santé, on va dire sans le sport, mais on essaie de rester autour des thématiques du sport. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que je vais mettre le micro devant, en fait c'est un peu dérangeant. Euh, parce que j'ai parce que j'ai été invité donc par Nevin et on va essayer de vous faire un podcast, une discussion où on va aborder différents sujets, notamment sur sa chaîne des sujets sur les blessures et la santé, et sur ma chaîne, la deuxième partie, plutôt des sujets sur la nutrition. Chacun va apporter un peu son domaine d'expertise pour l'autre. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc Alors merci de m'avoir invité. je t'en prie, merci de prendre le temps de le faire. On avait déjà fait un podcast ensemble et on aime bien discuter parce que de toute façon, quand on se voit dans la vraie vie, alors ça fait un moment parce que là, en ce moment, je suis en Australie et que toi, tu es à Paris et que tu es vachement pris avec la situation actuelle, mais c'est vrai qu'on aime bien discuter. Et quand on commence à discuter, généralement, ça nous prend quelques heures. Donc, on va essayer d'être quand même concis dans nos propos aujourd'hui. Bon après actuellement, même si on était à 1 kilomètre, je crois que c'est pas trop la bonne période pour sortir de chez soi et se voir de toute façon. Exactement. On n'a pas de masque, mais on est isolé, hein. Moi, il y a un mur juste derrière moi. Toi, tu es tout seul, donc on prend pas de risque en tout cas. C'est bon. Il y a un mètre de distance. Grave. Alors, à la base, je voulais faire ce podcast et parler un petit peu plus de toi, mais c'est vrai qu'il y a quelques sujets d'actualité finalement qu'on aimerait bien aborder et je pense qu'ils vont intéresser les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais rapidement, toi, comment t'en es venu à la musculation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert à travers un autre sport ou tout de suite tu t'es dit je veux être comme Arnold, énorme et sec, ce que tu as réussi à atteindre actuellement, donc pourquoi tu t'arrêtes pas finalement? Ouais, c'est vrai. Alors bon, je pense que personne ne commence en se disant je veux devenir comme Arnold à la base quand on voit. Enfin, moi, ma première réaction quand j'ai vu ce genre de physique, c'était ouais, c'est dégueulasse, C'est trop. c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je pensais même pas que c'était réel. Je pensais que c'était Photoshop, tu vois, ou des. Donc non, pas du tout. J'ai commencé, je pense, comme beaucoup de personnes. En fait, t'as envie de te muscler un petit peu. Tu grandis avec Dragon Ball Z, etc. Où tous les mecs sont balèzes. Toi, tu te dis putain, moi, je suis une crevette. Tu fais un peu de sport, mais tu te rends vite compte que, enfin, j'avais fait, enfin, vite fait des arts martiaux, de la capoeira, du basket, mais en fait, quand t'as pas une morphologie pour prendre du muscle, tu restes comme une crevette, quoi. Tu vois les gens à la télé, tu te dis, je comprends pas, ils sont quand même tracés, et moi, tout ce que le sport ça me fait, c'est de me rendre encore plus fin que ce que je suis déjà. Et un beau jour, tu dis, vas-y, je vais commencer à me muscler, donc tu commences la musculation, mais à la base, tu sais, mon objectif, c'était, je voulais juste 3 abdos, un peu de biceps, et c'est tout quoi. Et puis finalement, à la base, je m'étais vraiment dit ça. Je m'étais dit, je vais faire 1 an de muscu juste pour me faire un peu un truc correct. Et ensuite voilà, on verra à ce moment-là. Et puis finalement, en fait, j'ai accroché avec ce sport. Et puis, on en veut toujours plus. Et puis, de fil en aiguille, au bout de 10 ans, voilà, je suis toujours là. Alors, pas un physique, on va dire, massif. Mais en tout cas, on va dire que j'ai globalement atteint mes objectifs. Je pense que si je m'étais vu il y a 10 ans quand j'ai commencé, je me dirais, c'est très bien. Je trouve que je suis assez athlétique, je suis plutôt sec, c'est ce à quoi j'ai envie de ressembler, donc on va dire objectif rempli. Alors il y a des périodes où j'essaie de prendre un peu plus de muscle, des périodes où je me maintiens. Là actuellement avec la période c'est plutôt je pense propice au maintien qu'à la prise de masse, mais voilà un peu où j'en suis. On va dire que c'est un peu plus difficile d'appliquer une grosse tension mécanique en ce Ouais, moment avec les trainings maison. C'est avec marrant que tu des parles. haltères, Ouais. des haltères de 6 kilos. C'est marrant que tu parles de DBZ parce que moi, c'est vraiment la référence pour moi quand j'étais jeune et c'est vraiment le truc qui m'a poussé inconsciemment à la musculation, quoi. C'est la base, hein, c'est la base. On a tous Ouais. grandi avec ça. C'est tu t'entraînes pour devenir meilleur, quoi. C'est vraiment la philosophie de la surcharge progressive. Quand tu vois Goku qui s'entraîne d'abord avec la gravité, ensuite il se met les poids, tu sais, aux chevilles, et ensuite il s'entraîne 10 fois la gravité, 100 fois, et c'est exactement l'esprit de la musculation en fait. Et le nombre de bols augmente aussi avec l'entraînement, ouais.
Énorme. Bon, rapidement, tu te rends vite compte que tu pourras pas lutter contre 300 fois la gravité avec ton corps de terrien. C'est Mais clair. Et et t'as commencé directement à la salle ou poids de corps ou... non, en vérité, j'ai commencé chez moi avec. J'avais des haltères, c'est pas des blagues, hein, de 4 kilos. Alors, si je compte pas les pompes et les abdos que je faisais quand j'avais 15 ans, parce que, on va dire, ça c'est ce que fait tout le monde, c'est pas de la muscu, c'est juste. Tu te dis vite fait, ouais, je vais faire deux trois trucs, mais ça c'était vraiment de la merde. On va dire la vraie muscu quand j'ai commencé, je faisais chez moi, j'avais des haltères de 4 kilos et je faisais 5 fois par semaine, tous les jours de la semaine en fait, sauf le week-end où je rentrais chez mes parents quand j'étais en première année de médecine. Je faisais des curls, donc je faisais c'est pas des blagues, hein, je faisais des séries de 50 curls avec 4 kilos et ensuite je faisais vite fait des extensions de triceps contre un mur qui servait à rien du tout a posteriori et je sais plus, je faisais je crois des abdos ensuite. Je faisais 20 minutes de curls, 20 minutes de triceps, 20 minutes d'abdos. Et au bout d'un an, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des gros biceps parce que du coup, je faisais en gros que ça. Les triceps, c'était bidon parce que c'était un exercice totalement naze. Et j'ai eu pas vraiment d'abdos parce que j'étais pas sec, j'avais aucune idée de l'alimentation. Je bouffais des. Tu sais, j'étais arrivé, j'avais quitté mes parents, je bouffais des. Comment ça s'appelle? Des croque-monsieur et des plats cuisinés tous les jours. J'avais aucune idée des calories. Enfin, l'alimentation, je savais pas ce que c'était quoi. Donc voilà, à la fin, tout ce que j'ai eu, finalement, c'est à peu près des gros biceps. Et donc Ah j'avais un bah, physique totalement déséquilibré. Et je me suis inscrit à exactement la la même muscu, chose. du coup. Quand j'ai quitté mes parents, la diète, c'était une catastrophe. Catastrophe. En même temps, personne t'apprend la diète en fait. Ouais, Tu découvres ça éventuellement quand tu fais de la muscu, parfois d'autres sports, mais en fait, l'alimentation, c'est un truc, tu te rends compte, personne n'en a aucune idée sauf à vraiment s'intéresser à ça. Mais sinon, c'est un sujet qui est mystérieux pour beaucoup de monde. Tu manges en fait ce qu'on te propose, ce qu'on te sert et ce que t'aimes en fait. C'est ça. ouais. Donc si tu as Et la le chance problème, d'avoir c'est une que génétique, c'est ça en fait, si tu as la chance d'avoir une génétique où globalement tu prends pas trop de poids, bah t'es comme moi, tu restes mince avec un peu de bide. Si t'as une morphologie, on va dire avec un métabolisme plutôt lent, bah tu deviens gros. En fait, c'est ça hein, les différences. C'est finalement mais tout le monde de base fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. On mange tout ce qu'on a envie de manger, sauf que bah, selon comment ta génétique te prédispose, soit tu vas être un peu gros, soit tu vas être maigre. Mais en général, c'est pour ça que tu as très peu de monde qui sont naturellement tracés et un peu balèzes parce que il y a assez peu de monde finalement qui a une très bonne génétique quoi. ouais. Donc voilà où on en est, mais je pense qu'on est tous à la base un peu pareil quoi. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un minimum d'éducation via, tu vois, le système actuel à l'école pour les gens. Tu vois, juste des bases, tu vois, par rapport à la thermodynamique, les bilans énergétiques, peut-être un peu des macronutriments, des micronutriments. Je pense que ça serait quand même nécessaire pour que la population ait quand même des directives en termes de nutrition, quoi. Parce que les gens, vraiment, ils arrivent à 20 ans et ils n'ont aucune idée de ce qu'est la nutrition, mais vraiment rien, quoi. Ouais, mais je sais pas, enfin, c'est, à mon avis, c'est un sujet de société, c'est très complexe. Parce que, tu sais, c'est comme il y avait eu, à une époque, je crois, il y avait le débat qu'il y avait sur les points pour le contrôle pondéral. Tu sais, on avait dit on allait donner des points à des gens qui gardent leur poids de base. En gros, si t'es un peu gros, tu perds des points. Et si t'es maigre, tu perds des points. On avait dit, ouais, c'est de la discrimination et tout. C'était quoi? Pourquoi? Pour l'assurance? Non, pour le bac. Ah oui, pour le bac, pardon. Pour le bac? Ouais, une Ok. histoire comme ça où en gros, t'avais des points si t'avais un poids qui était correct. Je sais plus, c'était un nutritionniste Cohen ou l'autre du camp qui avait proposé ça et ça avait fait un tollé. Oui, c'est de la discrimination. Puis bon, au final, le sport, c'est un peu de la discrimination aussi. Hein. Si tu cours vite, tu vas gagner des points. Et si tu te traînes parce que t'as aucun cardio et que tu fais pas de sport et que t'as pas une bonne génétique pour faire de la course, bah tu seras bidon. Hein. Moi, franchement, tous les sports qui étaient proposés au bac, j'étais naze. C'était tu sais, de la course et tout, c'est que des sports où je suis vraiment nul, il faut être explosif. Tous les sports où j'aurais été plutôt bon, la natation et tout ça, c'était pas au programme du coup, bah en sport j'avais eu peut-être, je sais pas, 10 quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'en sport, le facteur, il est 0, 1, et après, tu as coefficient 10 sur ta note de maths. Donc, bon, Ah, c'est clair. tu as dû te rattraper quand même. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'était. Enfin, mais c'est surtout tu sais, la levée de bouclier. C'est pour ça qu'à mon avis, des cours d'alimentation à l'école, ça toucherait un sujet qui est beaucoup trop complexe. Parce qu'après, les gens, t'as les véganes qui vont arriver, ils vont commencer à te dire ouais, pourquoi on nous dit qu'il faut manger de la viande alors que c'est pas obligatoire. Ensuite, t'as les gens qui vont dire ouais, moi je mange pas de porc, moi je mange pas ceci. Et puis pour ceux qui ont des intolérances, à mon avis, je suis d'accord sur le principe, ce serait une très bonne idée. Mais à mon avis, en pratique,
ce serait très 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 complexe. Non, Parce que dès que tu... alors, Ouais, vas-y. moi, je parle dans le cadre, tu vois, avec la formation bayésienne, forcément, on a tout un module sur la nutrition qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de simple sans rentrer dans le côté éthique de la nutrition, tu vois, des choses de la biochimie simple, tu vois, genre, je te dis, bilan énergétique, les macronutriments. T'as pas besoin de forcément de parler du côté santé, du côté choix des aliments, etc. Je pense que tu pourrais avoir quand même des informations qui sont données aux gens qui leur permettraient quand même de faire des meilleurs choix, quels que soient leurs choix alimentaires, leurs croyances, ou tu vois, genre... Non, mais ouais, enfin, après, je suis d'accord, enfin, je pense que c'est une très bonne idée, mais en pratique, toi, tu vois, les gens qui s'inscrivent à Bayesian, c'est des gens qui ont envie de progresser, c'est des gens que le sujet intéresse. Et je pense que ça prend pas en compte les 90% de la population qui en a en fait rien à taper, quoi. Ouais, mais la différence, c'est que par exemple, on étudie de la musique et art plastique, et je Ouais, pense que c'est important, tu vois, d'avoir une sensibilité à l'art, etc. Mais ouais, pareil, je pense que 95% ouais. de mes camarades de classe au collège en avaient rien à faire de l'art plastique et de la musique. Donc je sais Non, pas. Bon, c'était mon point de vue, non c'est mais pas le, c'est c'est pas le sujet. intéressant. Ça y est, on a déjà dévié. Voilà, ça y est, tu me laisses 5 minutes et je suis désolé, c'est de ma faute. Est-ce que tu t'es blessé dans ta carrière de musculation ou de sportif en général? Alors pour ma préparation à Olympia, je me suis blessé, ouais. Non, bah, ouais, comme tout le T'étais monde, je me suis blessé, je t'étais pense. en bikini, c'est ça? Ou je... Ouais, c'est ça, bâtard. Euh, donc ouais, je pense que je me suis blessé comme tout le monde. Je croise les doigts, je me suis jamais fait aucune blessure sérieuse. Enfin le pire que j'ai le dû, mieux. ouais, voilà, le pire que j'ai dû arrêter la musculation, c'était en gros une semaine. Alors et principalement de mémoire, je me suis fait 3 fois un lumbago. Alors lumbago, hernie discale, je sais pas trop. En tout cas, le dos bloqué. Elle est probablement une hernie discale parce que j'ai quand même un jour une sensation que j'ai eu dans mon dos où j'ai senti, je sais pas, c'était difficile à décrire, mais j'ai ressenti une espèce de fluide couler, un espèce de thé, comme s'il y avait du liquide qui se répandait le long de ma Ah colonne ouais, vertébrale dans le dos. t'as pas fait d'image? Non, j'ai jamais fait d'imagerie parce qu'au final, ça sert à rien en fait, tu vois. Je veux dire, j'ai eu mal au dos 3 jours. Ensuite, ça a commencé à. Enfin, ça a récupéré, tu sais, t'étais bloqué pendant 3 jours. En fait, c'est un lumbago, hein. Un lumbago. Alors, que t'aies une hernie discale ou pas, comme j'ai pu reprendre le sport sans souci, finalement, ça change pas grand chose. Mais au prix d'adaptation, quoi. Ça m'a fait prendre conscience que fallait faire vraiment gaffe au mouvement, qu'il fallait éviter de faire des conneries, fallait éviter aussi d'aller chercher, pour moi en tout cas, je pense, des charges trop lourdes si t'as pas d'intérêt à aller chercher des maxi. Et en fait, je trouve, quand t'arrêtes le sport, quand t'arrêtes parce que t'es blessé et que tu dois adapter, que ça te fait prendre conscience qu'il vaut mieux être prudent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis à chaque fois. Ça me fait prendre conscience que ben, le jour où t'es blessé définitivement, c'est un vrai handicap en fait, parce que tu pourras plus t'entraîner comme tu veux, tu seras obligé d'adapter les exercices, tu seras limité dans ta performance. Et puis, quand tu te blesses à un endroit, ben, tu te rends vite compte que ton entraînement il tourne en rond. Parce que des petites blessures minimes, bah forcément en 10 ans de muscu, tu t'en fais, donc il y a le dos. Alors en général, voilà, quand tu te fais un lumbago, de toute façon, tu es tellement coincé pendant 3 jours que tu cherches même pas à faire quoi que ce soit, tu te dis bon, on va attendre que ça passe. Heureusement, ça passe le plus souvent en quelques jours. Donc ça a dû m'arriver fin, au total sur les 10 ans, peut-être aller 5 6 fois, mais c'était uniquement une fois à la muscu. Le reste, c'est toujours le truc à la con. Un peu, enfin moi, à chaque fois c'est ça. Quand je suis stressé, examen, etc., je commence à avoir des tensions au niveau du dos. Pourtant, je changerai en muscu, et à chaque fois que je me blesse, c'est pas à la muscu. La dernière fois, c'était pendant mon partiel. Tu sais, je sentais que j'avais des tensions pendant 10 jours. Je me disais, ah, quand même, j'avais pas mal, tu vois, mais je sentais que mon dos était fragile. Et Tu penses pendant le que tu partiel, symptomatises un peu? ouais, moi, je l'ai remarqué, c'est à chaque fois, c'est mon bas du dos. C'est quand je stresse, je suis un peu anxieux, enfin anxieux entre guillemets, mais tu sais, un peu stressé, préoccupé par des choses. Mhm. Et je sais pas, je pense que je dois avoir ma posture qui se modifie un peu, enfin, j'explique pas très bien, mais. Et pendant le partiel, j'étais un peu mal installé sur l'amphi, je suis un peu grand, tu sais, tes chaises bancales, et je me suis
j'ai bâillé, je me suis étiré un moment, et là d'un coup, ça a fait crac, et là je suis Oh. resté bloqué. Mais genre bloqué, là j'ai fait oh putain, donc c'est vrai, tu vois, c'est même pas, tu pourrais te dire c'est pendant un soulevé de terre, alors que 3 jours avant, je faisais encore des exercices où ça mobilise le dos, tu vois, du leg curl, du soulevé de terre, alors pas très lourd, mais en tout cas, tu aurais pu te dire je vais me blesser là-dessus. Et en fait, non, c'est en m'étirant que d'un coup, j'ai fait ça y est, je suis bloqué. Et ça a passé en 4 ou enfin 5 jours quand même, ce qui était assez long. Et j'ai dû aller voir un ostéo parce qu'au bout de 3 jours, j'étais vraiment toujours bloqué, quoi. Et en même temps, mes partiels ont duré 4 jours, donc. Ça devait pas être terrible pour les partiels. Ouais, ah non, mais là, j'étais vraiment. Ah, ah, la je... déprime en plus, horrible. Et c'est intéressant parce que en fait, je suis en train d'écrire un article sur un peu le lien entre la douleur et la détérioration des tissus. Et également, d'ailleurs, il faudra que je t'envoie ça pour que tu me fasses un proof reading. Et aussi également, tu sais, sur le lien entre l'aspect psychologique des images et la réalité, encore une fois, des tissus. C'est intéressant que tu vois que tu fasses pas d'image pour ton dos parce que y a pas mal d'anecdotes qui montrent des gens qui se font mal au dos et qui font des images et on leur détecte une hernie discale et du coup ils associent la douleur à leur hernie discale alors qu'on ne Mm. sait même pas si la hernie discale est récente ou qu'elle est arrivée Bah oui. avant. Et il y a plein d'athlètes de haut niveau avec des hernies discales et asymptomatiques, Non, sans mais bien douleur, sûr, hein. etc. En fait, tu te rends compte que la plupart des gens après 60 ans, si tu leur fais des imageries systématiques, énormément qui ont des hernies discales, pourtant ils n'ont pas forcément eu mal au dos, t'en as qui n'ont jamais eu mal au dos, d'autres forcément qui ont mal au dos, ils n'ont pas de hernie, enfin en fait c'est très mal corrélé, et puis surtout la hernie n'est pas forcément imputable à la douleur, des fois c'est juste des tensions au niveau musculaire et pas du tout en lien avec la hernie. C'est vrai que dès qu'on a mal au dos on dit ah hernie discale, mais en fait non, et c'est Major Mouvement, je sais pas si tu le suis, mais il a fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est un peu je crois son cheval de bataille, le mal de dos et le mouvement, Bah, etc. c'est un peu le problème de Ouais, société, hein, donc ouais, c'est clair. avec la sédentarité, etc. Donc, mais de toute façon, tu te rends compte que c'est sûr, mais le mental, ça joue beaucoup. Et je dis même pas le mental au sens les gens sont faibles ou les gens sont forts, mais de ce qu'on te dit, de ce que tu penses avoir, et même Bien sûr. inconsciemment, si tu sais que tu as une hernie discale, finalement, ça peut influer sur ton Absolument. état d'esprit. Alors que pourtant, sinon, donc, faut vraiment se méfier, ouais, à faire des diagnostics, à faire de l'imagerie s'il n'y en a pas vraiment besoin, parce que des fois, ça apporte rien de plus. Et surtout, la hernie discale, typiquement, les critères opératoires, ils sont rarissimes. C'est en gros les paralysies, les douleurs invalidantes qui sont vraiment permanentes, et les Ouais, compressions, enfin, c'est exceptionnel. Et en général, quand tu as ça, tu t'en rends vite compte. Et de toute façon, la question de l'imagerie se pose même pas parce qu'il faut la faire et il faut t'opérer quasiment dans la foulée. Sinon, ouais, si tu perds la fonction dans ta jambe droite ou quelque chose comme ça, là, il faut. Ouais, là, clairement. c'est une urgence, voilà. Mais ça, en général, de toute façon, à part si t'es vraiment maso, tu te poses pas la question, quoi. Le mec qui Ouais, peut plus bouger ses jambes après un soulevé de terre, en ouais. général, il se dit pas, bon, ça va peut-être passer, 3 jours après, ouais, quand même, je me suis toujours pas levé de mon banc de développé couché, là, je comprends pas. Mes jambes répondent pas, donc non, mais c'est des cas On particuliers. rigole, mais c'est pas drôle, hein. Non, non, mais c'est pas drôle, mais voilà, c'est une, Ouais. c'est une réalité en fait. Le mal de dos classique, le plus souvent, il passe. Et bah, le mal de dos, ouais, parfois c'est juste des problèmes psychologiques. Tu as aussi la question des bénéfices, ce qu'on appelle en médecine les bénéfices secondaires. C'est en gros, c'est un concept psychologique. C'est quel intérêt tu as à guérir et quel intérêt tu as à ne pas guérir, à garder ta maladie quelle qu'elle soit. Et pour le mal de dos, tu as des gens chez qui les bénéfices primaires sont assez faibles. Une personne qui n'est pas sportive, qui est pas forcément une personne très active, tu as des gens, ils sont un peu, enfin, je caricature, mais ils sont un peu flemmards, ils sont bien dans leur chaise, ils aiment pas trop bouger, et ça leur va très bien. T'en as d'autres, s'ils restent allongés, tu vois, de 2 heures, c'est fini. Et les bénéfices secondaires, c'est qu'est-ce que tu tires comme bénéfice, direct ou indirect, du fait d'être malade, d'être blessé. Par exemple, comme bénéfice secondaire, on peut citer la famille. Ah, t'es blessé, ah, t'as mal au dos, attends, bouge pas, on va s'occuper de toi, donc t'es un peu le chouchou de la famille. L'arrêt de travail, jusqu'à il y a quelques années, on donnait encore beaucoup d'arrêts de travail pour les mal de dos, les maux de dos. Et du coup, bah, avantage, c'est que tu n'as plus besoin d'aller voir ton patron, tu n'as plus besoin de faire un boulot qui ne te plaît pas forcément. Tu peux gagner de l'argent parce que bah, tu as éventuellement la mutuelle. Enfin, en gros,
je pense que tu prends un pays du tiers-monde où les mecs ils ont pas de couverture sociale et où si tu vas pas travailler le matin tu gagnes rien et tu crèves la dalle, je te garantis, à mon avis, il y en a pas beaucoup qui ont un mal de dos qui justifie qu'ils vont pas bosser parce que là tu vois le bénéfice secondaire il est quasi nul et le bénéfice primaire par contre c'est bah j'ai faim, mon frigo il est vide et j'ai plus de thunes donc bah, ok j'ai un peu mal au dos, ok c'est dur de se lever mais de toute façon j'ai pas le choix. Donc en fait c'est ça. Donc c'est toujours un peu une balance et si les bénéfices secondaires dépassent les bénéfices primaires, bah, en fait inconsciemment ton cerveau, c'est même pas une question consciente hein, pour le coup, là c'est vraiment de l'inconscient. Mais l'inconscient est super puissant et on se rend jamais complètement compte de notre inconscient, sinon par définition c'est l'inconscient. Et du coup bah, ces personnes-là qui ont trop de bénéfices, enfin plus de bénéfices secondaires, vont pas forcément guérir. Et du coup, bah, un des traitements ça a été montré, hein, c'est que tu réduis les bénéfices secondaires. En gros, tu leur, entre guillemets, hein, tu leur mets un coup de pied au cul, tu leur retires les aides, tu leur retires l'arrêt de travail. Et s'ils ont une motivation à guérir, ils auront plus mal au dos. Je te garantis, moi, quand je suis 3 jours dans le lit, j'ai envie de retourner à la salle, j'ai envie de guérir. Je pense que c'est pour ça que mes blessures durent jamais très longtemps parce que psychologiquement, j'ai tellement envie de guérir et c'est même pas concevable de rester allongé et de plus rien faire que mon corps va tout faire pour guérir quoi. Donc voilà. C'est un concept hyper intéressant et ça revient, tu vois, à ce dont je parlais juste avant. C'est aussi le lien entre la douleur physique et la douleur psychologique parce qu'on sait même des gens qui perdent un membre, ils ont encore cette sensation de douleur dans le membre parfois alors que le membre est inexistant, quoi. Donc c'est assez fou. Ouais. Je pense qu'on va reparler de cet aspect psychologique un peu parce que je voulais parler d'un sujet aujourd'hui avec toi qui est clairement d'actualité parce que From Human to God, Efkan Kurnaz a sorti une vidéo hier où il a déclaré que malheureusement il s'était partiellement déchiré le grand pectoral. Alors, pour faire la petite histoire, ils sont retrouvés avec Jean Honche pour faire une séance chest, pectoraux. Et malheureusement, il s'est déchiré le pec sur une série sur le développé couché. Alors, encore une fois, développé couché, un peu l'exercice tueur de pec, hein, parce que quand tu regardes un peu l'historique du nombre de bodybuilders, de nombre d'athlètes qui se fait un pec sur le développé couché, c'est toujours un exercice qui est dangereux. Bah, déjà, grosse intensité, et en plus, souvent, des amplitudes qui sont entre guillemets forcées parce que bah, on a envie d'aller toucher la barre avec, enfin tu vois, avoir l'amplitude qui est déterminée par le déplacement de la barre, qui n'est pas toujours finalement bah, l'amplitude fonctionnelle de l'épaule d'une personne ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, en regardant la vidéo en détail quand il se fait mal, j'ai remarqué que là où il se fait mal, tu regardes que l'amplitude est plus importante que sur n'importe quelle autre des répétitions qu'il a fait. Alors, est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient pas de là, on ne sait pas. Il parle de plusieurs choses dans sa vidéo, comme quoi il avait un volume d'entraînement en particulier sur cet exercice qui était largement supérieur à ce qu'il faisait d'habitude, avec 3 séances, avec des séries lourdes, grosse intensité, donc sans doute une sous-récupération. Enfin, moi, mon avis par rapport à ça, tu vois, justement par rapport à sa programmation, souvent je me rends compte avec les gens avec qui je travaille, la programmation de l'entraînement, c'est souvent le premier facteur déterminant, tu vois, d'une blessure, dans le sens où quand il y a un gros volume qui est mis en place sans une certaine période d'adaptation, une fréquence beaucoup plus importante du jour au lendemain, tu vois, si tu as l'habitude de faire les pecs une fois par semaine et que tu passes à 3 fois par semaine en lourd, etc., il faut donner du temps à ton corps de récupérer sur ce genre de séance. Et c'est vrai que là, malheureusement, je pense que ça a été un des facteurs déterminants de sa blessure, quoi. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je regardais, enfin, je regardais sur moi, c'était surtout les forums que je regarde du coup pour voir un petit peu les actualités. Et quand j'ai vu qu'il s'était blessé, j'ai regardé la vidéo parce que c'est vrai que c'était une vidéo longue, je l'aurais pas forcément regardé sinon parce que j'ai pas trop le temps de regarder, mais du coup là par curiosité, c'est vrai que j'ai. Ouais, non mais c'est vrai qu'en fait t'as envie de regarder beaucoup de choses, mais tu te rends compte que le temps est limité. C'est Et clair. du coup j'ai regardé et ma première pensée c'est de me dire bah, peut-être qu'il a mal fait les mouvements parce que à mon sens ça reste quand même
la mauvaise exécution le numéro Ouais, 1 bien de sûr. blessure. La technique, c'est souvent le facteur primaire, effectivement. Mais au final, j'ai été surpris parce que son développé couché, il est propre hein, pour le coup, il contrôle bien la barre, il remonte et c'est vraiment sur la rep où... Tu as peu de différence technique entre ses répétitions à 80 kg et ses répétitions à 120 kg, donc ça veut dire que c'est quand même une technique qu'il maîtrise bien, quoi. Ouais, non, clairement. Donc, c'est vrai que là, de ce côté-là, y a rien à dire. Et effectivement, c'est quand il descend où tu entends clairement crac, c'est un bruit assez caractéristique. Ouais. Et, Le scratch. le scratch, en fait. Hein, et d'ailleurs, je rebondirai juste après parce que j'ai déjà entendu ce bruit-là à 2 reprises chez moi. Donc, ça veut dire que je me suis fait au moins des micro-déchirures à 2 endroits. Et c'est un bruit assez caractéristique, tu le sens tout de suite. Et quand tu vois sa tête, il le sait en fait qu'il s'est fait un truc. Quoi, que c'est pas un. Quand tu lis toujours sur les forums les gens qui disent non je comprends pas c'est du mytho, c'est Jean-Ange qui a fait un bruit de scratch pour tu te dis mais les gars ou alors il y en a un autre il dit ouais il s'est pas rompu le pec, c'est son muscle qui fait scratch mais c'est pas une déchirure parce qu'une déchirure j'en ai eu une ça ressemble pas alors, merci alors donc quand tu pousses est-ce que tu entends à un moment un espèce de déchirure? Non, ce bruit là c'est caractéristique de la déchirure. Si vous entendez ce bruit là il faut tout de suite arrêter le mouvement et même en vrai je sais pas s'il aurait même pas dû peut-être, tu vois, mettre la barre sur sa poitrine et 120 kg c'est lourd, mais quelqu'un aurait pu la virer, tu vois, il l'aurait gardé 5 secondes pour pas avoir à contracter à nouveau son muscle. Parce que en fait, à mon avis, il a dû continuer à mon sens, hein, d'aggraver, peut-être d'augmenter pas l'amplitude, mais la déchirure en fait quand il a gardé la barre et qu'il a dit attends remonte-moi, il y a quand même 3 secondes où il est en tension isométrique et là à mon avis il continue d'arracher des fibres. Parce que ce qui se passe quand tu déchires des fibres, c'est que ça veut dire que tu as un muscle qui est de base fatigué, au sens il n'a pas récupéré de façon optimale. Donc de base, quand tu as commencé ta séance, il était plus faible, il était fragilisé. Tu commences à déchirer des fibres, ça veut dire que ton muscle doit maintenant, avec moins d'unités motrices, moins de pourcentage restant de muscles fonctionnels, continuer à soulever la même charge. Donc forcément, les fibres restantes, en plus, c'est de proche en proche, tu étends la déchirure, plus tu continues à forcer. Donc ça, à mon sens... J'aime bien utiliser l'analogie de la nappe, tu sais, dans le sens où une nappe, c'est super résistant, mais tu mets un petit coup de ciseau sur le côté et tu essayes de tirer, et là, tu déchires la nappe, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul reproche, tu vois, que j'aurais à lui faire, c'est que le problème, c'est qu'il est il a organisé toute cette vidéo avec plusieurs participants. Ils sont chez Nassim au gymnase, qui est une super salle en plus. Et du coup, je sais pas si tu as vu, mais il continue à faire, en plus avec des exercices genre de tirage avec, tu vois, une adduction de l'épaule où ton pec il va être sollicité quand même pas mal hein, quand même sur des exercices comme ça. Non, mais c'est sûr. Hein. J'ai peur qu'il ait peut-être, tu vois, amplifié un petit peu sa blessure sur des exercices comme ça. Alors j'espère pas pour lui, mais c'est vrai. Non, mais c'est certain qu'en continuant, il a quand même fait du pullover où t'étires, tu te sers du pec. Ouais. Et même tous les exercices, malgré tout, de tirage, alors pas tous, pas les tirages vraiment horizontaux, mais les tractions, t'as quand même un mouvement adduction de l'épaule, en gros, c'est compliqué, hein. En live là il y a la pression, donc en gros de descendre de l'épaule où tu contractes quand même tes pectoraux pour ramener, alors plus ou moins selon ta prise, mais t'as quand même un petit extension, adduction dans le plan sagittal, voilà, on est au top. Ah, là on est bien, donc c'est vrai que mais après comme tu dis c'est compréhensible, t'as une vidéo, t'as la pression, moi je pense que sa blessure, alors pas qu'elle s'explique, mais quand tu te mets dans une vidéo où en plus t'es avec un pote, t'as un peu de compétition, tu veux faire bien, tu veux montrer que tu pousses, que t'es pas un faible, et c'est logique hein, quand tu fais une vidéo comme ça d'entraînement. T'as une partie qui rentre en jeu forcément. Ouais. C'est comme si tu es dans un meeting de powerlifting. Là j'avais fait la vidéo sur le russe qui s'est explosé les 2 genoux. Tu sens, il prend la barre de, je sais pas si t'as vu la vidéo, à peu près tout le monde l'a vu. Il prend la barre de squat, il est déjà en train de trembler. Tu te dis déjà avant même qu'il descende que c'est pas une bonne idée de descendre, mais pourtant il descend quand même. Alors à froid, tu te dis. Alors le truc, c'est que le problème, c'est qu'en powerlifting, tu es toujours sur le fil du rasoir. Moi, j'ai fait pas mal de mythes parce que j'ai pas mal de clients en powerlifting. Et tu as des mecs qui sortent des barres et tu te dis, mais jamais il va la passer. Et pourtant, il la passe et tu fais, ah, ok. Donc, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que vu que tu es toujours à la limite, ils sont toujours à côté de leur 1 RM et parfois, tu vois, genre vraiment. Parfois, ils sont à leur 0,95 RM, quoi. Ou l'inverse plutôt, ils sont à leur. Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, non, mais c'est sûr. Mais Ouais, après, c'est toujours jusqu'où tu veux prendre le risque de performer, quoi. Mais clairement, ouais, t'as la pression, t'as le côté un peu le boost d'ego et tu veux toujours te dépasser. Et c'est difficile d'arriver à se dire non, tant pis, je suis venu, mais je repars. Mais en théorie, c'est sûr que quand t'as une blessure, quelle qu'elle soit, en théorie, il faut arrêter de s'entraîner parce que en gros, ta séance, elle est stop et fin parce que le souci, c'est que, et puis je rebondis, mon fil est un peu décousu, mais toujours dans les commentaires, les mecs disent ouais, aucune chance il s'est pas déchiré parce que aucune chance qu'il ait pu continuer sa séance, ça fait trop mal sinon et tout. Bah en fait, pas forcément parce que sur le moment, t'es toujours à chaud, ton muscle il est échauffé et la douleur elle est toujours moindre que ce que t'as quand tu t'arrêtes et quand tu te refroidis. C'est toujours le lendemain où tu fais ah ouais, en fait, j'ai super mal quoi. Et souvent les blessures comme ça, ben tu t'échauffes un petit peu, tu commences et bizarrement tu dis ah bah ça va en fait c'est pas si mal et en fait c'est quand tu arrêtes Exactement. l'exercice que tu te refroidis où tu te rends compte vraiment de l'étendue des dégâts et c'est ce qu'il dit, il dit bah attends là quand il fait sa vidéo à froid il dit bah en fait je palpe mon pec j'ai mal, je bouge un petit peu, je sens que c'est pas normal donc s'il avait arrêté sa séance et qu'il aurait repris 6 heures plus tard, il se serait rendu compte en fait que le pullover, il n'y avait aucune chance qu'il pouvait le faire, que les tirages Exactement. verticaux, aucune chance non plus. Enfin, aucune chance, tu peux toujours les faire, mais normalement, si tu raisonnes un petit peu logiquement, tu dis bah non, j'ai une douleur, je pousse Ouais. pas l'exercice. C'est le problème d'être à chaud et puis en plus d'avoir sans doute le petit kick d'adrénaline de l'organisation de la journée. Personnellement, je me suis fait une petite déchirure du pec aussi sur un développé couché il y a quelques années. Et exactement ça, c'est-à-dire qu'à chaud, bah, j'ai senti une douleur, etc., vive sur la répétition, mais je me disais que ça allait, etc. Mais le soir même, je ne pouvais pas soulever le bras, quoi, tu vois. C'était vraiment une douleur assez violente pendant quelques jours. Alors, ce qui est super, par contre, c'est qu'il a été bien conseillé. Il a fait tout de suite une échographie pour voir l'étendue des dégâts. Souvent, je suis étonné que les médecins ne poussent pas plus leurs clients sportifs à faire ce genre d'imagerie parce que ça permet de tout de suite voir l'état des tissus. Les gens qui sont bons en échographie, ils peuvent te dire tout de suite l'ampleur de dégâts, voir, tu vois, si, Mais où ça le dépend tissu de a été. la. Ça. Ouais, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ça, ouais, ça dépend en fait de entre guillemets, la fibre sportive du médecin. Parce que tu as beaucoup de médecins qui réalisent pas ce que ça implique, entre guillemets, d'être sportif Ouais, et de ne pas pouvoir s'entraîner. Et donc, tu sais, trop souvent, pas trop souvent, mais tu prescris du repos, 1 mois de repos, 3 mois de repos, parce que si tu fais pas de sport dans ta tête, du repos, ça va quoi. Parce que dans la tête des gens, tu sais, faire du sport, c'est faire un jogging du dimanche, mais si tu vas pas faire le jogging, tu vas boire l'apéro, tu vas prendre le thé, c'est pareil. Sauf qu'en fait, tu te rends pas compte que non, pour un sportif, tu lui mets déjà une semaine d'arrêt de muscu, c'est mais qu'est-ce que je vais faire? c'est ça. Non, mais c'est sûr que je peux pas faire que 2 jours, parce que là j'ai ma séance de pec dans 3 jours, comment je fais? Puis souvent, tu as, la dynamique professionnelle, c'est-à-dire que le médecin, si tu peux aller travailler, bah, il dit bon, bah, vous pouvez travailler, donc vous pouvez Oui, prendre du repos, etc. Là, c'est sûr que dans le cas de quelqu'un comme Efkan, la musculation, c'est un peu sa vie, c'est un peu ce qu'il fait vivre parce qu'il fait des vidéos sur la musculation. Ne pas pouvoir s'entraîner, ça implique quand même beaucoup plus de problématiques que simplement quelqu'un qui est sportif 1 à 2 fois par semaine. Et je voulais bien avoir ton avis concernant euh, bah, le diagnostic, on le connaît, mais concernant la procédure à mettre en place suite à cette blessure par le médecin, moi je t'avoue que j'étais un petit peu étonné qu'ils lui disent de rien faire pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? non, moi je suis assez d'accord. À mon sens, une déchirure, en gros, alors ça dépend déjà du type de déchirure. Comme il l'a dit, il a eu entre guillemets de la chance de pas s'être, bon, déjà une déchirure complète. C'est-à-dire que complet, c'est quand tu sectionnes complètement soit le muscle, soit le tendon. Et deuxièmement, quand c'est dans le corps du muscle, c'est souvent, enfin c'est pas meilleur, mais on va dire que quand c'est ton tendon, c'est souvent plus problématique parce qu'ensuite ton tendon c'est une unité qui est quand même beaucoup plus fine et surtout si le tendon, enfin le tendon pardon, régénère plus lentement que le muscle pour des raisons Parce que moins irrigué, d'irrigation ouais. sanguine, voilà. Et si en gros tu te fais une rupture complète au niveau du tendon, déjà ton muscle il est désinséré, donc visuellement tu le vois, et ton muscle t'es dans l'incapacité totale. En gros, même si tu contractes ton pec, en fait il se passe rien parce que la corde elle est rompue.
Donc la seule solution si tu es sportif et si c'est un gros muscle, c'est d'être opéré pour rattacher le tendon en fait à l'os ou de suturer le tendon. Donc là déjà c'est pas son cas. Deuxièmement c'est rupture donc complète ou partielle, et quand c'est complet bah pareil on peut rattacher parce que c'est plus compliqué en gros à cicatriser quand c'est complet, voire même ça peut ne jamais cicatriser. Quand c'est partiel, ça arrive toujours à cicatriser, pas forcément avec des unités motrices, ça peut être de la fibrose ensuite, là c'est du tissu non contractile qui fait en fait une cicatrice, et du coup tu perds forcément un petit peu d'élasticité du muscle, de force motrice, puisque tu as eu forcément des blessures au niveau de la masse de ton pectoral. Mais à mon sens, c'est délicat. Enfin, moi je suis assez partisan du repos, parce qu'en plus le souci c'est que si tu commences à dire à des gens qui sont pas suivis, c'est différent quand tu es avec un sportif, tu prends je sais pas Neymar ou comment il s'appelle C'est un peu ça qui m'a étonné, parce que alors le repos, je dis pas qu'il faut pas qu'il se repose, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que tu vois, il lui donne pas de kiné. Je pense qu'avoir un suivi pour un sportif comme Efkan, ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un qui puisse le suivre tout au long de sa récupération, pour soit le rassurer quand tu vois il a des périodes Ouais, où il a un peu plus mal, ou le calmer peut-être quand ça va mieux et qu'il commence à se dire ah bah c'est bon en fait, ça y est, je peux c'est bon, renvoyer la on sauce, repart sous la etc. barre. Je trouve que l'encadrement des sportifs comme ça, c'est quand même intéressant. Euh, mais tu vois, quand tu regardes des protocoles de récupération, bah justement pour tu vois, des footballeurs pros, etc., les mecs, quand ils se font une déchirure, alors il y a la pression de effectivement les clubs qui veulent qu'ils rejouent le plus vite possible, et c'est pas forcément la santé physique du joueur qui est mis en avant dans l'absolu, mais quand même, tu vois, peut-être conserver du mouvement pour avoir quand même de l'irrigation. Alors des mouvements, pas de la musculation, mais au moins du Oui, mais mouvement. Peut-être un petit peu d'isométrie dans quelques semaines, tu vois, quand ça commence à aller mieux. Et finalement, peut-être, tu vois, passer ouais, je doucement vois. sur de l'excentrique, tu vois, pour remettre un petit peu de tension dans le tissu. Mais évidemment, Oui, non, mais ou même des mouvements à vide, hein, le simple fait, tu vois, tu contractes un petit peu ton pec, ouais, tu le vascularises, tu favorises ouais, la récupération. Effectivement, non, mais ça peut être fait. Après, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? C'est vrai qu'on a, ouais, enfin, je pense qu'on a peut-être pas assez le réflexe kiné pour plein de raisons. Hein. Enfin, c'est pas qu'il y a peu de kiné, je pense que dès que c'est pas du professionnel, globalement, si, je sens la vidéo From Human to God featuring Major Mouvement d'ici quelques semaines. non, mais ça serait pas mal, ça pourrait être une C'est bonne clair. thématique pour eux. Et après, c'est sûr que si tu prends toutes les personnes en France qui sont blessées et que tu leur mets de la kiné, je pense qu'on aura un vrai problème de ressources, parce que tu peux pas traiter tout. Enfin, tu vois, t'as pas assez de personnes compétentes pour accompagner tout le monde. Donc à un moment, je pense que c'est un peu, on fait déjà ce qu'il faut faire, et c'est pas forcément optimal. C'est pour ça que tu n'as pas la même prise en charge entre voilà, Cristiano Ronaldo ou Neymar qui se blesse au PSG, et puis qui, en plus, de toute façon, en termes de revenus, de moyens, d'équipe, de compétences, c'est pas du tout la même chose. Et puis le mec qui se blesse dans son coin, dans sa salle de muscu, c'est pas la même chose. Mais oui, de la kiné, ça fait jamais de mal de toute façon. La kiné, comme tu dis, ça fait un accompagnement, ça permet de vérifier le bon processus, de faire aussi de la mobilisation, d'éviter les rétractions. Donc non, c'est sûr, tu as pas mal de choses à faire. Après, sur la question purement du mouvement, je pense qu'il faut quand même garder un temps de repos minimum. 3 mois, c'est clairement pas 3 mois, mais le souci, c'est que... 3 mois, c'est quand même long pour une déchirure. ouais, Sans rien faire. Ouais, sans rien faire, mais après, c'est pas sans rien faire. Moi je l'ai compris comme pas de mobilisation de ton pectoral, Ok. mais tu peux faire les autres muscles. Moi dans ma tête, c'est ça, mais non, c'est sûr que ton Ok, pec, moi si tu... tu vois, c'est intéressant parce que moi je l'ai pas compris comme ça. Dans la manière dont il disait, pour moi c'était genre. Ah non, pour moi, c'est en gros tous les mouvements qui vont pas te faire mal, mais tu peux faire des tirages, tu peux faire du curl, tu peux faire du triceps. En gros, la seule chose, c'est de pas avoir mal et de pas sentir que ton pec il est Ok. sollicité en fait. Ok. En théorie, tu peux même entraîner l'autre côté, mais bon, après, tu vas te retrouver avec un déséquilibre. Mais enfin, pour moi, le repos, c'est ça, mais le Mais souci, c'est que travailler un seul côté en unilatéral, ça permet de maintenir ta masse musculaire de l'autre côté, de hein. l'autre côté, c'est Ouais. vrai, Ouais, je vais t'envoyer des trucs même là-dessus. dans le cas Ouais, tu c'est vas voir. vrai, C'est super intéressant. même dans le cadre d'une blessure.
Enfin, même Euh, surtout. Même dans le cadre d'une blessure, alors effectivement, tu as une fonte musculaire, mais au niveau de la force, c'est vachement intéressant les données qu'on a dessus. D'accord. Bah, remarque, c'est assez logique puisque je pense que ton influx nerveux il doit quand même être Ouais. un peu conservé. Et en termes de récupération, on conseille souvent en rééducation justement d'entraîner le membre non blessé pour accélérer le processus de récupération du Ok, côté blessé. bah, tu vois que, comme quoi. C'est pas mal. Très bien, bah écoute, volontiers, je veux bien avoir ça. T'as pas été assez blessé comme moi, Ouais, c'est pour ça. et non, mais attends, après, je vais te raconter parce que je pense, moi aussi, fait une déchirure au niveau Ah du ouais. pec. Je vais y venir cet été. Euh, je vais y venir juste après, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, bah oui, et en plus, quand tu commences à ne plus avoir mal, le souci c'est que il y a une différence entre ne plus avoir mal sur des exercices, on va dire, avec peu de charge, et quand tu vas recommencer à monter tes charges. Parce qu'en fait, ton muscle, il n'est pas totalement, complètement revenu à la normale, donc tu as toujours un délai où tu te dis c'est bon, je peux reprendre, et en fait, le délai où tu as réellement cicatrisé assez pour pas te reblesser, parce que le piège, sinon, c'est tu fais comme Callum von Moger, hein, rupture du biceps, et puis tu récupères mais pas complètement, et puis à la prochaine blessure, alors pour le coup c'était pas de la muscu, mais tu vois il chute de la falaise, il essaie de se raccrocher, à un moment il contracte un peu son bras, et contraction excentrique violente, à froid, pouf, ça relâche à nouveau, et puis ensuite tu rentres dans le cercle vicieux de, je sais pas où il en est d'ailleurs Kaloum, je crois il est revenu d'ailleurs contre toute attente. Je crois qu'il va faire une compétition d'ici peu. Il a un physique monstrueux là. Ouais, c'est ça, hein, donc en Incroyable. fait tu peux toujours revenir, mais c'est quand même. Je pense que mentalement, il doit plus envisager les choses de la même façon parce qu'à mon avis, quand tu t'es blessé une fois, tu as quand même toujours un peu quand même l'appréhension. Alors, certaines personnes ne réfléchissent pas trop, mais Moi, je pense quand même personnellement, c'est la plus grosse difficulté que j'ai. C'est vraiment l'aspect psychologique. Quand psychologique, tu ouais. t'es fait mal une fois, tu as toujours cette appréhension sur certains Où tu mouvements, te dis ça va etc. revenir. Ouais. Tu te dis ça va revenir. Et non, c'est ça. Et puis tu te dis, je vais encore repasser 3 mois, tous les doutes, tout le chemin de croix, en gros, où tu reviens à ton niveau, quoi. Voire tu n'y reviens pas. Donc ouais, le repos quand tu t'es blessé, pour moi, c'est. Sauf si tu es accompagné, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais, à mon avis, le repos, c'est quand même la meilleure chose à faire. Mais bien sûr, le repos ciblé sur le muscle. Je pense que voilà, si tu t'es fait le pec, bah, tu peux faire du tirage, tu peux faire des élévations latérales, tout ce qui va pas solliciter ton pec et l'empêcher de cicatriser, en fait. Mais du Parce coup, que tu finalement, fais c'est pas ça. des tirages hauts parce que ça sollicitera ton pec et Bah, vaut mieux un tirage haut, tu vaut mieux pas quoi. en fait, tu vas le sentir. Je pense que si Ouais. tu fais des tirages, Ouais. moi, tu vois, je faisais des tractions en prise assez serrée, mais je faisais gaffe à justement pas utiliser le pec. Et après, voilà, même s'il y avait, c'était pas une grosse déchirure, je pense, mais en gros, si je faisais pas des tractions à une main parce que j'arrive pas à les faire, mais je sentais que rien que de me balancer et de faire un peu le singe, tu sais, Ah en oui, me c'est clair. crochetant sur les barres, bah là, pour le coup, je pense que la tension, même si c'était que 5% de la force, 5% de beaucoup, ça restait douloureux. Alors du coup, bah, j'ai fait une fois et je me suis dit, ah oui, non, mais c'est mort. Donc je me suis arrêté tout de suite de faire ça. Mais les tractions à deux bras où en fait tu fais un espèce de tirage globalement dans les dorsaux, ça passait sans souci et ça m'a pas empêché de. Donc après, ça, il faut le sentir, mais il faut être très prudent au début. Il faut pas se dire, je peux le faire parce que je le faisais avant et c'est un autre muscle. Il faut y aller très doucement et bien analyser ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et si tu as le moindre doute, est-ce que je peux le faire ou pas, en général, c'est qu'il n'y a pas de doute et que tu peux pas le faire. Ouais. Donc, il vaut mieux être dans une période de récupération très prudent, très progressif, mettre des charges pareil, plutôt s'entraîner en léger parce que, comme tu dis, tu as quand même une petite sollicitation. Donc, le souci, c'est qu'au début, ta technique, elle est bonne, sauf que qu'est-ce qui va se passer si je commence à prendre lourd? Bah, à la fin, je vais me dire, ah vas-y, je vais faire la dernière rep, et puis là, je vais tricher, là, je vais mettre un peu plus de pec, et là, crac, à nouveau. Donc, c'est les gens se foutent un peu de la gueule de Nassim gentiment, mais ouais, il s'entraîne léger et tout. En attendant, Nassim, il dure, ça fait 14 ans qu'il s'entraîne. Alors, je crois qu'il a eu une blessure au pec il y a 2 ans ou un truc comme ça. Mais globalement, si tu t'es fait qu'une seule blessure en 14 ans de muscu, c'est Ouais, c'est très bien. peu, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. Ouais, c'est clair. donc il n'y a rien à dire. Et à mon avis, c'est la voie de la sagesse. Quand tu commences à atteindre depuis plus longtemps, tu t'es censé mieux connaître ton corps, mieux savoir t'entraîner, mieux savoir augmenter l'intensité sans augmenter la charge. Et à mon sens, c'est vraiment le but de la muscu, bodybuilding, culturisme. Après, le mec qui fait du power, bah forcément, il faudra qu'il mette lourd. Tu pourras pas faire des barres à 20 kg et te dire le jour du meeting, j'arrive à 500 kg et puis avec la contraction, ça va passer.
mais on n'a pas tous ce genre d'objectif et il faut, Mais faut, faut aussi être réaliste. je pense que tu peux aussi discuter de comment tu appliques l'attention au muscle, tu vois. Bien Tu sûr. vois, là, on parlait du développé couché. Moi, c'est un exercice que je fais plus personnellement parce que pour moi, il y a plus de contraintes que de côté Que de positif, bénéfices. en tout cas pour moi par rapport à mon physique, surtout que j'ai des avant-bras qui sont hyper grands et une mobilité des épaules qui est pas terrible, donc ça fait que mes épaules apprécient pas forcément ce genre de mouvement. Toi d'ailleurs, ta petite déchirure, tu les avais fait sur quoi? Bah figure-toi, c'était sur des dips. C'était sur des Dips. dips. Là, du coup, ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de faire des dips. Avant, je faisais les dips dans mes séances triceps, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me faisait pas du tout les triceps, mais que les pecs. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Donc, ça faisait peut-être 2 ans que je faisais pas de dips. Pendant l'été, je me suis dit, je suis rentré chez mes parents, il y avait une barre de dips dans le petit parc à côté, dans la campagne. Et je me suis remis aux dips. Donc j'ai fait mes séances de dips. Alors j'ai fait extrémiste séance de. Au début j'ai commencé. Alors j'ai fait, 1000 dips. tu vois, non mais non, j'ai fait des séries de. Je faisais des séries de 3 dips et c'était difficile. Et puis le troisième jour j'ai refait un peu plus. Et au final, au bout de 10 jours, j'étais remonté à peu près à des séances de 500 dips. Ça passait tranquille. Sauf que je me suis dit, vas-y, je vais faire comme pour les tractions. Maintenant j'arrive à faire des séances de. Tu vois, j'arrive à faire 50 séries de 10 dips en l'espace de 45 minutes, 50 minutes, donc ça passe. Donc pour progresser, parce qu'en plus je m'étais lancé un défi avec un pote, forcément, et je me Classique. suis dit, pour progresser, je vais essayer de lester un petit peu. Donc un jour en sortie de garde, j'étais en sortie de garde parce que du coup je pense que j'étais un peu plus fatigué et un peu moins, tu vois, focus dans mon entraînement. Je me suis dit, vas-y, je vais faire des séries de 4 dips avec un peu de lest. Je crois que j'avais mis 10 kilos. Ce qui est en soi pas une charge forcément énorme, mais j'ai fait une, deux, trois séries. Et en fait, à la quatrième, en descendant, j'ai entendu cruc. Alors, heureusement, tu vois, j'ai eu le réflexe tout de suite, en une microseconde, j'ai lâché et tout ça. Mais clairement, j'ai senti qu'il y avait eu un petit crack, quoi. Donc, forcément, je me suis dit, ah ouais, ça me fait quand même un petit peu mal. J'ai arrêté ma séance. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que mes potes et ma copine, ils m'ont dit non, mais quand même, t'es sûr que tu veux t'arrêter, c'est ta Ah troisième waouh. série, essaie de faire autre chose, parce que quand même, c'est peut-être rien, refroidis un petit peu. Et puis moi, intérieurement, je me suis dit non, mais c'est mort, ça y est, tu t'es blessé, arrête ta séance. Du coup, j'ai arrêté ma séance. Alors ils étaient tous là, Je ah, c'est pense, je dommage et pense que tout. s'il y a un message que vous devez retenir de cette conversation aujourd'hui, c'est que si vous sentez que vous êtes fait une déchirure ou une Ah blessure oui, pendant votre il n'y a séance, pas de doute, arrêtez vous vous êtes immédiatement. Il blessé. n'y a pas de discussion à avoir. Le, Non, non, mais vous pouvez que empirer la situation et si bien vous sûr, arrêtez, vous perdez rien en fait. Si bah vous non, n'êtes pas vraiment blessé, le lendemain, vous refaites une séance et nickel. exactement. Et sur le long terme, ça sera très bien. Alors que si vous continuez avec une blessure, si tu avais continué ta séance là, Ah non, mais tu aurais juste empiré le truc. Mais oui, non, mais c'est sûr. Non, non, mais oui, quand tu as un doute de t'être blessé, il n'y a pas de doute, il faut que tu t'arrêtes. C'est que Clairement. probablement tu es blessé. Au mieux, tu t'es trompé, tant mieux le lendemain, comme tu dis, hein, Nevin. Si j'avais fait que 3 séries, le lendemain j'étais ultra frais, je refaisais ma série, j'aurais explosé mes perfs. Donc en plus, j'aurais un peu potentiel la veille, donc nickel. Mais voilà, et alors, juste après coup, en fait, j'ai analysé le truc. C'est ça l'erreur que j'ai faite, c'est que sur la barre, en fait, c'était pas les mêmes barres de dips. La barre de dips chez mes parents, c'était des barres droites assez rapprochées, donc largeur d'épaule. Et là, en plus, c'était dans une cage fonctionnelle où c'était pas l'endroit habituel où je faisais des dips dans la salle de muscu, puisqu'ils avaient installé un nouveau truc. Et je me suis dit, vas-y, je vais descendre en bas parce qu'il y a mes potes à côté et ce sera plus sympa et tout ça. Sauf qu'en fait, là, l'écartement était un peu plus large. Pas forcément beaucoup, tu vois, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, a posteriori, je m'en rends compte, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. Les barres étaient un petit peu divergentes, du coup. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'étais beaucoup moins proche et beaucoup moins sur les triceps, un peu plus écarté comme ça, donc position un peu plus délicate parce que tu sais, c'est comme quand tu écartes comme ça, en fait, tu sens vite, même à vide, que la position elle est quand même vachement Ouais, précaire bien pour sûr. les pectoraux. Bah, t'as moins d'amplitude, hein, parce que d'extension de l'épaule, donc ouais. Et le coup final, c'est le lest. Le lest. À la quatrième série, tu sais, je pense qu'en plus, quand tu fais des séries très rapprochées et tout, le but justement, c'est de pas récupérer complètement pour augmenter l'endurance. Sauf que mon muscle, à la quatrième série, il a dit hop, crac, stop, tu vois, on n'a pas récupéré. Ton mouvement, il est en plus, tu sais, c'est des trucs rapides pour essayer de justement pas congestionner. Et justement, Faire enfin, en plus de gros, reps possible. l'explosivité pour faire le plus de reps possible. Donc c'était une grosse connerie. A posteriori, je me rends compte.
mais bah, tu t'en rends souvent un peu compte a posteriori, donc faut pas jeter la pierre, on est tous à un moment, un jour un peu cons, mais voilà, je pense que ma chance, ça a été, que c'était du dips, donc j'ai tout de suite, tu sais, dès que j'ai entendu crack, j'ai lâché la barre, je suis descendu en mode repli de sécurité en relâchant la tension, donc j'ai même pas cherché à ni remonter, ni retenir ou quoi que ce soit, et ensuite j'ai arrêté ma séance. Et au final, là où je m'en sors pas trop mal, c'est que j'ai pas trop d'ego en musculation. Je veux dire, tu vois, je suis pas dans ma tête, comme je dépends pas de mon physique et j'ai pas de performance particulière. Je suis assez tranquille pour me dire tant pis, je m'arrête, tant pis, et j'ai pas fait les pecs pendant 2 mois. Alors c'est un peu con, tu vois, mais je me suis dit, bah, je vais faire autre chose. En plus, bon, ça va, les pecs c'est un point fort, je veux dire, je suis même pas à me dire je vais perdre ou quoi que ce soit. Et puis je me suis dit, de toute façon, en vrai, même si inconsciemment tu te dis, il faut que je m'entraîne pour reprendre, en fait, si tu es blessé, tout ce que tu peux faire, c'est descendre. Donc en réalité, en fait, t'as pas le choix. Même si tu penses avoir le choix, t'as pas le choix. Donc j'ai eu la sagesse, je crois, de Ah ouais, m'arrêter et clairement. de laisser couler le truc. Et là, tu vois, j'ai repris. Alors, comme tu dis, au bout d'un mois et demi, 2 mois, je faisais juste des mouvements de pompe très rapides, c'est juste doucement, mais juste pour voir un petit peu où j'en étais en termes de douleur. J'ai vu que ma douleur, elle avait clairement diminué, mais au début, je m'étais dit, ça va. Au début, tu minimises toujours ta blessure. Je m'étais dit, bon, ça va, c'était juste un truc, j'ai pas trop mal. Je vais m'arrêter 2 semaines et ça va passer. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que bah non, j'ai jamais eu de douleur au repos ou de douleur quoi que ce soit, mais je sentais que juste en faisant le mouvement, tu sais, à vide, juste pour, enfin, pas en excentrique, mais juste pour sentir un petit peu que ça allait pas le faire, quoi, et Ouais. qu'il fallait plus de repos que ça. Donc voilà, au bout d'un mois et demi, j'ai refait un petit peu tous les 10 jours, tu sais, un peu d'étirement et de trucs très progressifs, juste pour, en fait, comme tu dis, hein, vasculariser un petit peu. Et Ouais, et puis peut-être casser un petit peu le tissu ouais, cicatriciel qui c'est est quand ça même aussi. rigide, quoi. Mais ça veut dire que tu vois, c'est juste 5 minutes, Ouais, c'est juste des mouvements très bien légers. Et sûr. puis le but, c'est pas de forcer, c'est vraiment, comme tu dis, juste de réapproprier un peu son muscle pour pas repartir 3 mois après en ayant fait un gap de zéro, quoi. Et au final, bah, tu vois, 2 mois et demi, 3 mois après, j'ai pu reprendre. Et là, je croise les doigts, j'ai aucune douleur. J'ai même refait des dips. J'ai pas refait de séance de dips pour le coup, mais juste 2 3 dips pour voir et j'ai pas de douleur, donc je croise les doigts. Je pense que c'était une toute petite déchirure que j'ai eu la chance de ne pas aggraver. Mais non, mais si j'avais continué, c'est sûr, j'aurais pu que Ouais, l'étendre. Donc il faut être très raisonnable là-dessus. Et puis l'ego, c'est vraiment le pire ennemi, je pense, en musculation, du pratiquant en muscu, quoi. clairement. Mais non, mais c'est ça le pire. Enfin, tu vois, je me dis, j'ai quand même une chance de pas ni dépendre de ça Ouais, pour. Enfin, je peux m'arrêter quand je veux, en fait. ouais. C'est uniquement moi-même. Je dépends pas de sponsor, je dépends pas de mon image, je dépends pas. Enfin, et je pense que la vie d'un sportif pro doit être très difficile parce que quand t'es blessé, tu dois être dans un Mais dilemme pas possible. je C'est pense comme que si. c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément de sportifs pros ou amateurs qui ont Bah, recours à des produits dopants parce que des c'est aides, pour ouais. faciliter ce côté-là, hein. Meilleure récupération, moins de Ouais, stress mais c'est ça, hein. pour atteindre un certain Si, niveau et conserver un niveau qui effectivement leur font gagner leur vie, quoi. parce qu'ils sont sans arrêt sur le fil du rasoir. T'imagines, c'est comme si moi au boulot, le jour où t'es un peu moins bien réveillé, ou t'as un peu moins bien dormi, t'es obligé de pas aller travailler pendant 3 jours. Et tu te dis, bah non, je peux pas, là j'ai un peu moins bien dormi, tu sais, il y a des jours tu sens quand même que t'es moins réveillé que la veille. C'est comme si tu disais, bah non, je suis désolé, là, tout le planning opératoire, je reporte dans 3 jours. En pratique, ça a pas trop, ça va avoir quasiment pas de conséquences parce que tu prends un café, tu te réveilles, etc. Et puis c'est des trucs tellement routiniers que en fait, c'est pas de la performance. C'est sûr que le jour où tu fais une opération qui a jamais été tentée, ouais, ce jour-là peut-être, faut que tu sois à 100%. Mais pour la plupart des interventions, c'est comme si tu faisais des séries en fait à 50% de ton RM. C'est du truc de base, tu peux le faire même si t'es pas frais, pas réveillé, ça, c'est facile. Mais ce serait un dilemme parce que si tu es en activité et que tu dépends de ça pour vivre, alors je parle pas même pas d'un salarié, mais que tu dis, bon, tu vois, tu prends 3 jours, tu prends 4 jours, tu t'arrêtes 2 semaines, en fait, tu te dis, bah, mon niveau il va baisser, mon salaire il va baisser aussi parce que si je prends quand même 15 jours, bah, mon mois il est divisé en deux. Enfin, ça doit être très Ouais, difficile et clairement. dans la plupart des métiers intellectuels, entre guillemets, même quand tu es salarié ou voilà, tu dépends pas de cette performance maximale de toujours devoir être à fond, quoi. Et la blessure, ça te bousille, quoi. Donc, très difficile. On a pris pas mal de temps. Il y avait une Ouais, dernière question que je voulais vas-y, vas-y. parler.
dont je voulais avoir ton opinion, et après je pense on va clôturer parce que sinon ça sera trop long. C'était un peu l'aspect, encore une fois, psychologie, parce on est un peu sur ce sujet-là, sur le fait que comment, pour revenir à Efkan, tu vois, son médecin lui a dit, bon, espérez pas faire ça tout de suite, ou même jamais, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir malheureusement un aspect négatif sur la récupération du sportif? Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Alors juste, excuse-moi, le fait qu'il lui ait dit qu'il pouvait ne jamais récupérer, je suis pas sûr d'avoir. Ouais, dans sa vidéo, Afghan, il dit ouais, et donc il m'a dit que il faut En que gros, le fait qu'il j'oublie soit ça pessimiste. pendant un moment, voire toujours, etc. Et tu Ouais. sens que ça l'affecte émotionnellement, quoi, tu vois, Ouais, forcément. donc en gros, le fait que le médecin soit pessimiste et qu'il lui dise, ouais. Euh, je suis mitigé, effectivement. Je vais te dire pourquoi. En gros, enfin, pas me mettre dans la situation, mais je suis dans la peau du médecin et souvent, t'annonces, enfin, dans mon cas en cardiologie, t'annonces à des gens que globalement leur vie va être plus difficile qu'avant Ouais. parce que tu fais un infarctus. En gros, bah, Ça, on en avait parlé en perso, et c'est vrai que je me disais que c'était lourd. ouais. Et encore, t'es pas dans des sportifs, mais quand t'annonces à des gens que ben ils pourront peut-être plus faire forcément ce qu'ils faisaient avant, encore que aujourd'hui on soigne très bien les gens, mais en fait ça dépend vraiment, et c'est ce que j'essaie de leur dire, mais ça dépend de la psychologie de la personne qui est derrière. Euh, et ça c'est très personnel. En gros, moi ce que j'essaie de dire aux gens, c'est effectivement, je vais pas vous dire que c'est une bonne chose, dans le sens où tu as toujours une marge d'escalier. Objectivement, ton niveau de performance, il peut que chuter quand il y a un accident. Quand tu as une blessure, c'est une connerie de dire tu vas revenir plus fort. Quand on dit tout ce qui tue pas rend plus fort, c'est vrai, mais pas sur les blessures physiques. Si on te coupe, tu vois, si on t'arrache la moitié du biceps, tu reviendras pas plus fort, sauf si on t'a fait une opération de Robocop et qu'on t'a mis. Enfin, mais là, on est dans la science-fiction. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par te rend plus fort, c'est mentalement. Mais ça veut dire ça endurcit ton mental, et en gros, faut se mettre un coup de pied au cul, la vie continue, et dans la nature, si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu vas vite mourir parce que la loi de la jungle, S'adapter ou mourir. c'est ça. Mais dans notre société actuelle, c'est un concept un peu difficile. Donc, objectivement, bien sûr que il vaut mieux ne pas avoir de blessure. Mais tu t'en rends vite compte, c'est que tu as des gens avec, objectivement, tu vois, admettons, voilà, ils ont 80% de leur état d'un cœur normal. T'as des gens, c'est la fin du monde. Tu sais, ah ça y est, j'ai fait un infarctus, j'ai ceci, tu vois. Enfin, ça devient des larves. Tu les revois un an après ou 2 ans, ils sortent plus de chez eux. Tu sais, c'est vraiment, non mais de toute façon, je peux plus rien faire. Et puis je suis vraiment essoufflé, c'est la catastrophe. Enfin, tu sais, la psychologie vraiment négative où tu sens qu'ils se sont engouffrés dans le truc. Ouais. Et après, ils n'arrivent plus à en sortir et ça devient vraiment des larves. Et à l'inverse, t'as des mecs qui ont un cœur explosé. Mais vraiment, quand tu vas exploser, tu te dis, ouf, le cœur il est au bout. Et pourtant, ces gens-là, avec un bon mental et tout, les mecs te font des marathons. T'en as un qui a gravi, je sais plus, peut-être pas l'Everest, mais le Mont Blanc, alors qu'en fait, objectivement, tu te dis, personne t'autorisera médicalement à faire ça, quoi. Et pourtant, les mecs, ils y vont et ils disent, non, je vais le faire quand même. Donc, tu te rends vite compte que tu as des mecs qui font beaucoup plus avec un cœur, en fait, même, enfin, beaucoup plus que des mecs normaux à la force du mental, et parce qu'ils se laissent pas abattre et parce qu'ils se disent de toute façon voilà, j'ai des cartes en main, faut que j'en tire le meilleur parti. Et c'est pour ça que moi j'essaie au maximum de dire aux gens, certes objectivement je peux pas vous dire que ça va être mieux qu'avant, ce sera forcément un petit peu moins bien, mais ça vous empêchera pas de vivre. Et si vous voulez faire du sport, si vous voulez courir, si vous voulez en fait ça va dépendre en fait de vous. Mais moi je vais pas vous dire que vous pourrez plus le faire. Et Fkan c'est pareil, s'il veut refaire du développé couché, il pourra refaire du développé couché. Après, c'est sûr que lui faire dire qu'il sera champion de bench, c'est plus compliqué. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que ça dépend vraiment de la psychologie des gens. Parce que tu as certaines personnes, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter son discours. Tu te rends vite compte que si tu leur dis ne serait-ce qu'un petit peu qu'ils ont perdu quelque chose par rapport à avant, ils veulent pas l'entendre. Tu sais, non, mais ah oui, d'accord, mais vous me dites donc que je suis moins bien qu'avant. Enfin, tu sens qu'en fait, si tu leur dis même qu'ils ont perdu 5%, dans leur tête, c'est la catastrophe. Et en fait, tu es obligé un petit peu de leur mentir et de leur dire qu'en fait, ça n'a aucune conséquence. Parce que si tu leur dis pas vraiment noir sur blanc qu'il n'y a aucune conséquence, dans leur tête, ils cherchent que ça. Tu vois, c'est ah bon, ça y est, c'est fini. Vous m'avez dit que j'avais 5% en moins, donc c'est terminé.
Et tu es obligé de mentir en fait pour que le mec il soit persuadé qu'il n'y a aucune raison. Tu vois, c'est bizarre de dire ça, hein, de devoir mentir aux gens, mais tu dois t'adapter. Et à l'inverse, c'est l'autre problème, c'est que tu as des gens, c'est le côté inverse. Tu essaies de les raisonner, tu essaies de leur dire non, mais attends, tu peux plus faire ça parce que pendant 3 mois, tu pourras pas faire de muscu, tu pourras pas faire de bench. Mais tu sens qu'ils ont tellement envie de le faire que si tu leur dis pas un truc, au contraire, si tu leur dépeins pas un tableau totalement négatif, attention, si en gros, tu les prépares au pire parce que tu sais que si tu leur dis 3 mois, bah, dans 1 mois, ils sont de retour sous les barres. Le nombre de personnes à qui tu dis faut pas faire de sport et tu vois qu'en fait une semaine après ils ont recommencé et des fois malheureusement du coup ça aggrave le truc. Donc selon comment tu sens la personne, bah, des fois il vaut mieux dépeindre un petit peu pire pour que en gros ils se fassent à l'idée que tu vois ils prennent conscience que c'est grave, enfin grave c'est pas grave mais qu'il faut qu'il soit sérieux sur sa récupération parce que sinon si dans 3 mois il recommence et qu'il refait du bench et qu'il n'a pas complètement cicatrisé, bah, il risque de se répéter le pec en fait. Et le fait de lui dire peut-être tu pourras faire plus jamais de bench, c'est une façon de le préparer au fait que peut-être ça prendra pas 3 mois, mais ça prendra peut-être 6 mois. Mais oui, il pourra faire du bench. T'as aucune personne qui fait de la muscu qui s'est blessée, qui a arrêté la muscu. En fait, en pratique, tu t'en rends compte, à part des cas extrêmes, genre Ronnie Coleman qui est à moitié paralysé. Et encore, tu vois, il est à la salle sur sa chaise roulante, il fait de la muscu. Ouais. Donc, non, c'est vraiment dans la tête. Mais il faut être raisonnable. Et c'est en ça que la psychologie et le rôle du médecin, c'est de s'adapter un peu à la psychologie. Donc s'il lui a dit qu'il allait peut-être en gros faire une croix sur le développé couché, je pense que c'est juste pour le préparer qu'en gros si c'est pas 3 mois ce sera un peu plus et entre guillemets qu'il fasse son deuil dans sa tête de ce genre d'entraînement très lourd et que c'est sûr que tu es quand même un peu fragilisé et que bah il est plus tout jeune, moi non plus je suis plus tout jeune, mais qu'en fait quand on progresse, non mais tu sais au début t'as 20 ans, t'es fougueux, tu penses t'es invincible. Ouais bien sûr. Et, 30 ans c'est pas vieux mais pourtant tu sens quand même que ta récupération c'est pas la même. T'as plus 20 ans quoi, t'as plus 20 ans non, tu peux plus te coucher à 4h du mat, aller t'entraîner le matin à l'ouverture de la salle. Donc il faut prendre un peu de recul et les charges légères et je pense que Nassim l'a très bien compris que la muscu c'est quand même durée. Et que plus tu prends des charges légères et plus tu as quand même de grandes chances de durer. Même si en vidéo c'est moins impressionnant. Et quand tu fais ton curl à 20 kg que quand tu prends une barre de 100 kg, voilà. Ouais, mais ce sera le mot de la fin. Il faut savoir durer je pense et il faut écouter son corps. La musculation c'est clairement une course de fond. Hein. On est tout à fait d'accord. Il faut mettre son ego au placard. C'est très dur de le faire en pratique mais... c'est vraiment la seule chose qui va, je pense, nous sauver tous, c'est de se dire qu'on est peu de choses par rapport aux barres qui, elles, sont immuables. Et dans 100 ans, elles seront toujours là et que nous, on sera en bouillie dans 100 ans. C'est clair. Bah écoute, Paul Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec moi. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont hyper intéressantes et ces concepts super riches que tu as partagés aujourd'hui. Je mettrai évidemment tous tes liens en description. Je pense que les gens pourront te retrouver sur YouTube, sur Instagram, même si tu es beaucoup plus présent sur YouTube dernièrement que sur Instagram. Ouais, Instagram, il faut que je développe un petit peu le truc, mais c'est vrai que le manque de temps fait qu'il faut choisir. YouTube, c'est quand même une plateforme qui permet de véhiculer des informations d'une meilleure qualité, je pense. Je pense un peu plus construite, quoi. Pour tous ceux qui ont tenu jusque-là, attends, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent en commentaire ? Mettez gros pec. Gros pec. Si vous avez regardé, si vous avez tenu jusque-là. Gros pec. Gros pec. Bon, et puis attends, t'as pas dit retrouver la partie 2 du coup. Ah, effectivement, je suis beaucoup trop rapide. Exactement. On va faire une partie 2 dans quelques minutes et vous pourrez la retrouver évidemment sur la chaîne de Paul Mathieu que vous pourrez retrouver en description. Bon, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Merci pour tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, appuyez sur la cloche des notifications, tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.